Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée intitulée L'humain d'abord. Aujourd'hui, la chronique numéro 29. Et c'est un hommage que je souhaite rendre à un grand cinéaste français de surcroît qui nous a fait l'honneur et l'amitié de venir 3 fois ici à l'Odyssée. Il s'agit de Bertrand Tavernier. Mais d'abord, pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, de distance, de courtoisie. Deuxièmement, évitez d'être infantilisé pour ne pas devenir des esclaves consentants. Et puis surtout, pratiquez la proximité cinéphilique en suivant notamment nos suggestions, nos chroniques et nos conversations, c'est-à-dire en vous abonnant à notre chaîne YouTube de l'Odyssée. Bertrand Tavernier, un immense monsieur, un très grand monsieur. Il est originaire de Lyon. Son père René Tavernier était écrivain, il était aussi un grand résistant. Et puis pour toute une série de raisons, il va être obligé de quitter Lyon avec sa famille, donc Bertrand Tavernier, jeune enfant, puis jeune adolescent, et il va monter à Paris. Et à partir de là, ça va être le début de toute une aventure qui va constituer la vie de Bertrand Tavernier, et notamment dans une relation un peu conflictuelle. Il y a à la fois une grande admiration pour son papa, et puis en même temps une volonté d'exister indépendamment de lui. Et ça va motiver un certain nombre de ses films, cette question de la relation père-fils, dans L'Horloger, son premier film de long métrage, L'Horloger de Saint-Paul. Il va aussi en être question dans La Princesse de Montpensier et dans encore un autre film. Au-delà de cela, c'est la question de la filiation, y compris pour ce qui concerne le soldat inconnu, La vie et rien d'autre. Et voilà, ça c'est un peu la marque de son enfance. Mais moi, ce qui m'a surtout frappé dans Bertrand Tavernier, c'est cet appétit de vivre la curiosité et l'aventure de la curiosité et de la découverte, plus exactement. C'est quelqu'un qui est féru de littérature, et notamment de littérature policière, qu'il dévore intensément et avec gourmandise, pourrait-on dire. Mais c'est aussi très rapidement cet appétit de découvrir le cinéma. Et là, ce qui est formidable, c'est que c'est qu'il a été d'abord un très actif cinéphile. Quand il était lycéen et puis quand il était après dans ses début d'études universitaires, il a créé avec des amis un ciné-club où on voyait des films, on en discutait abondamment, là aussi avec gourmandise, goulûment en quelque sorte. Et donc il y a une espèce de découverte du cinéma dans la multiplicité de ses diversités, de ses richesses. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement une des constantes de l'approche de Bertrand Tavernier par rapport au 7e art. C'est qu'il ne l'a peut-être pas dit ouvertement comme ça, mais implicitement, il a sous-entendu le fait que le 7e art est une auberge espagnole avec 110 000 portes d'entrée, et que donc il n'y a pas une porte principale et des petites portes de secours ou des portes secondaires. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien. Et puis il y a cette espèce à travers la gourmandise de la découverte, il y a cette revendication de l'éclectisme. Au fond, ce qui fait l'unicité l'unicité et le côté unique du 7e art, c'est bien la diversité de toutes les étincelles qui composent cette lumière, qui est celle du cinéma et celle de l'amour du cinéma, comme l'a eu Bertrand Tavernier. Ça, c'est quelque chose de formidable. Je voudrais apporter un témoignage personnel pour ce qui me concerne.
Taverny, il est venu 3 fois ici à l'Odyssée, mais j'ai eu l'occasion de l'appeler au téléphone avant même l'ouverture ou la réouverture de l'Odyssée en 1992. Et j'avais toujours été frappé par sa voix. Une voix qui donne envie de fumer quand on est un vilain fumeur comme moi. C'est-à-dire une voix chaude, veloutée en même temps, gouailleuse, et qui prend plaisir à émettre des sons, et qui prend plaisir des sons émis, et surtout des idées et des réalités auxquelles renvoient les sons émis que l'on émet quand on parle, justement. La profondeur envoûtante de la parole. Ça, c'est une chose qui est formidable chez Bertrand Tavernier. Et le premier contact phonique que j'ai eu avec lui, c'était avec son répondeur. Et je sais que comme il a toujours l'esprit gouailleur et plein d'ironie et d'humour. Allô, monsieur, est-ce que j'ai la chance de parler à Bernard Tavernier? En face, le téléphone me dit allô, allô. Alors donc, allô, est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, parlez plus fort parce que je ne peux pas vous entendre puisque ceci est un répondeur. Et donc, Dieu sait combien de personnes ont dû tomber dans ce piège et crier de plus en plus fort allô, allô, en tombant dans le piège amicalement tendu. Par Bertrand Tavernier à travers, à l'époque, il y avait des répondeurs, n'est-ce pas? Donc, c'était ça. Alors, puis quand il est venu ici, il y a cette voix qui raconte le cinéma et qui est réchauffée par des petites digressions qu'il fait au passage avant de revenir à l'essentiel de ce qu'il dit. Et à l'arrivée, eh bien, il y a quelqu'un qui a un point de vue sur le cinéma. Et ça, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment absolument fascinant. Et c'est rien que pour cela, eh bien, quand on a eu le privilège et l'honneur de faire la connaissance de Bertrand Tavernier, eh bien, vous comprendrez qu'on se sente un tout petit peu orphelin maintenant qu'il n'est plus là et qu'il est probablement allé danser avec les étoiles. Ce que je veux dire aussi, c'est que dans son parcours, de cinéphile et de cinéphilie, en quelque sorte, il y a eu la rencontre avec la revue Positif, dont un certain nombre d'animateurs étaient à Lyon, à l'Institut Lumière de Lyon. Et il a collaboré comme critique aussi dans un Positif. Et donc c'est toujours une volonté plutôt que de faire des effets de manche, des effets stylistiques, des grandes phrases, parfois qui ne veulent pas dire forcément grand-chose, comme on pouvait trouver à certains moments dans d'autres revues, qui sont tout aussi respectables que Positif, bien sûr, mais qu'on pouvait trouver ailleurs, des phrases du style « Et là, le film s'enroule dans une problématique transcendantale, dont la dimension nodale. » Voilà. Ça, c'est... Et ça faisait bien, on est un petit clan et on maîtrise Et donc tout ce qu'on dit, en fait, c'était une posture parfois, qui n'aboutissait que à des postures de pontification, on pontifiait, on racontait tout et n'importe quoi sur le cinéma. En cela aussi, dans sa cinéphilie, et sa rencontre avec le 7e art, cet appétit d'apprendre a fait que Bertrand Tavernier était persuadé qu'il n'y a pas de génération spontanée au cinéma et que c'est toujours par strates accumulées successives qu'il y a une évolution, des révolutions dans les formes d'expression et de conception cinématographique. Ça, c'est aussi quelque chose qui est acquis. Et que donc, c'est pas dans le rejet des générations précédentes, mais au contraire, dans l'appréhension de leurs caractéristiques, de leurs richesses, mais aussi de leurs limites, qu'on peut retrouver l'énergie et la possibilité d'aller plus loin. Ça, c'est quelque chose qui est très important et c'est en cela que lui, il a une trajectoire
même s'il est d'une génération de 10 ans plus jeune, mais qui se distingue de celle des cinéastes de la nouvelle vague, qui eux ont commencé par critiquer ce qu'ils appelaient la qualité France, et qui ont prétendu faire quelque chose de radicalement nouveau, avec à l'arrivée, la plupart du temps, aussi une certaine forme de classicisme, avec des très très beaux films, aussi bien de Godard, de Chabrol que de Truffaut. Mais la dénonciation un peu méchante et mauvaise de la qualité France ne s'est pas justifiée par une espèce d'inventivité extraordinaire et décoiffante. Vous me permettrez d'utiliser cette figure-là d'expression, de style. Donc chez lui, il y a au contraire cette volonté d'aller rechercher dans les petits coins du 7e art, enfin les petits replis du 7e art, de quoi des bijoux, et d'être émerveillé par ces particularités. C'est pour ça aussi qu'il n'a pas hésité à travailler avec des scénaristes. Il a lui-même été scénariste, mais il n'a pas hésité à travailler avec des scénaristes comme Orange, par exemple, Jean Orange ou Bost, ce qui était le cas pour Coup de torchon. Et puis, il a eu deux autres choses. Il a travaillé avec de très très bons acteurs, mais il ne s'est pas contenté de prendre les qualités et d'utiliser les capacités de ces actrices et de ces acteurs. Il leur a permis, en les dirigeant, en les faisant jouer dans ses films, il leur a permis d'ajouter à leurs cordes des cordes nouvelles et donc d'enrichir leur patrimoine génétique d'actrices et d'acteurs, en quelque sorte. Et ça, c'est pas rien. Les actrices et les acteurs avec qui il a travaillé, bon, il y a Isabelle Huppert, bien sûr. Il y a Philippe Noiret, avec lequel il a fait beaucoup de films, que ce soit L'Horloger de Saint-Paul, que ce soit Que la fête commence, que ce soit un film superbe dont j'espère on aura l'occasion de parler prochainement dans une suggestion, que ce soit dans Le juge et l'assassin, où il fait jouer aussi Michel Galabru, qui se révèle dans un répertoire auquel il ne nous avait pas habitués comme spectateurs de cinéma, parce qu'on est très loin évidemment de la série des gendarmes où il joue un adjudant-chef, je crois, ou un brigadier-chef, qui est absolument remarquable dans le rôle de ce justicier assassin qui est un peu zinzin en même temps, voilà. Et qui est zinzin parce qu'il a été blessé pendant un acte de guerre militaire. Et ça, c'est quelque chose de formidable que la prestation de Galabru. Il a fait jouer Elie Mitchell dans Coup de torchon, Stéphane Audran, très belle actrice, formidable actrice, épouse de Claude Chabrol, par ailleurs. Bref, il a été une lumière. Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la lumière est indispensable à toute vision, mais la lumière, on ne la voit pas. C'est ce qui permet de voir sans être vu. Eh bien, il a joué un rôle de lumière, d'éclairage, si vous voulez, dans l'histoire du cinéma français. Je voudrais apporter deux témoignages dans les débats qu'il est venu faire ici. Il nous a parlé de Capitaine Conan, donc un film formidable sur la guerre de 14-18 et ses commandos qui étaient terriblement redoutés du côté des lignes allemandes, des commandos de soldats français, et avec Philippe Torton qui joue dedans, et nous a révélé ici, dans la grande salle de l'Odyssée, qu'une partie du tournage avait été réalisée en Roumanie pour des raisons de moindre coût
location des matériels, il fallait trouver des camions qui ressemblaient aux camions de 1917-18 de l'armée utilisés pendant la guerre, qu'il voulait reconstituer des maquettes de ces camions, qu'il y avait moindre coût pour les figurants dans un film de guerre de la Première Guerre mondiale, et qu'il avait dû se battre avec des petits problèmes. C'est des anecdotes toujours savoureuses qu'il nous racontait, parce que ces camions, ils n'arrivaient pas à tourner à gauche. Donc il y avait un problème, une malfaçon en quelque sorte, sur la dizaine de camions qu'ils avaient. Ils allaient tout droit, ils pouvaient tourner à droite, mais pas à gauche. Et que donc tout ça avait absolument perturbé, ou en tout cas orienté, le cadrage et la façon de filmer le film. Et puis, quand il était venu, il venait de terminer ici, une autre fois, il nous avait parlé de son film qui s'appelle Holly, excusez-moi, j'ai un trou pour ce qui concerne le film, c'est Holly Lola, voilà, qui parle d'une histoire d'adoption de parents français qui vont en Indochine, enfin au Vietnam pour prendre. Et donc il nous avait raconté ici, la salle était pleine et les gens rigolaient évidemment parce qu'il racontait avec beaucoup d'humour un événement qui avait été un peu difficile parce que pour tourner au Vietnam, il fallait avoir l'aval d'un comité de censure. Et évidemment, le comité de censure, c'était sur base du scénario. Alors, il y avait à un moment donné écrit dans le scénario, et le policier vietnamien sort son arme et la brandit contre un personnage, évidemment. Et là, il nous disait que le censeur était, parce que ça présentait une image qui n'était pas forcément respectueuse de ce policier, et donc il avait imposé le fait que dans le scénario, eh bien, ce qu'il avait accepté, Bertrand Tavernier bien sûr, que dans le scénario, il soit mentionné que le policier vietnamien sortait son revolver et qu'il le brandissait avec fierté. Alors, Tavernier nous disait, mais bon, je veux bien, je le mets, mais quelle est l'équivalence quand on tourne? Qu'est-ce que ça veut dire de brandir un revolver avec fierté? Mais il avait accepté, donc il avait eu l'autorisation pour pouvoir filmer les scènes qu'il voulait filmer au Vietnam. Et puis ce qui est intéressant, c'est que il a été un peu un touche-à-tout aussi. Il a fait des documentaires, notamment deux documentaires qui sont extraordinaires. La guerre sans nom en 1992 sur la guerre et une des fois il était venu pour le présenter sur la guerre d'Algérie, et tout en étant un patriote qui aime son pays, qui aime à la folie son pays, mais en même temps qu'il l'aime avec lucidité, qui est parfaitement conscient que quand il y a des choses qui sont des taches ou des ombres portées sur l'histoire et le présent de ce pays, il faut les dénoncer. Ça, c'est une attitude exemplaire. Eh bien, il a dénoncé avec beaucoup de force et d'intelligence, à partir des archives qu'il a recueillies, eh bien, la réalité de la guerre d'Algérie, qui n'a pas été une réalité gaie et honorable, la torture et toute une série d'autres choses qui ont évidemment s'efforcé d'empêcher de briser dans l'œuf ou de casser dans l'œuf une volonté d'indépendance de toute une population ou d'une grande partie de la population qui habitait en Algérie dans des conditions d'inégalité. Et puis il a aussi fait un documentaire extraordinaire que vous pouvez consulter sur MyCanal, la chaîne MyCanal ou C+, par exemple, sur le cinéma français. Et c'est là qu'il a l'occasion de parler de grands cinéastes qui ont tendance à être oubliés, Henri Decoing, Jacques Becker et beaucoup d'autres, avec à la fois respect, estime, admiration et une amitié fraternelle au-delà des différences de génération.
avec ses réalisateurs. Et c'est quelqu'un qui, sans pontifier, Bertrand Tavernier, eh bien, était capable de vous faire vivre, de nous faire vivre les voyages de découverte les plus extraordinaires à l'intérieur, non pas de ce labyrinthe, mais de cet immense espace, particulièrement de cette forêt riche de ses œuvres filmiques, qu'est l'histoire du 7e art dans le monde. Son dernier film, Quai d'Orsay, est un film de fiction sur une comédie qui a été récemment remontrée à la télé. Et c'est un film avec un jeu d'acteur extraordinaire et puis une intelligence, encore une fois, extraordinaire s'inspirant du personnage de Villepin quand il était ministre des Affaires étrangères, à l'époque où il va aller faire son discours aux Nations Unies à New York. Eh bien, c'est un film qui montre quand même que, eh bien, des hommes politiques peuvent avoir du panache, en même temps qu'ils peuvent avoir des travers qui sont un peu risibles, et que c'est justement cela qui donne toute la saveur de la vie, la contradiction. Le panache d'un côté, une intelligence de l'autre, et des tics de comportement, des postures qui sont un tout petit peu parfois grotesques, et ce côté esbrouf que peuvent avoir les politiciens, et que tout ça mélangé, eh ça donne l'écume de la vie. C'est une comédie qui n'est pas une comédie, un film de déclin si vous voulez, c'est une lueur d'étincelles très forte dont le destin a fait que c'était la dernière lueur filmique que nous a offert ce grand réalisateur qui était et qui est toujours Bertrand Tavernier, avec aussi cette volonté, et c'est assez rare dans une époque, la sienne, où le cinéma français avait trop souvent tendance à tomber dans des un peu distinguées comédies, souvent un peu faciles si vous voulez, ou dans des œuvres psychologisantes. Lui, il était préoccupé par le fait de faire apparaître les cas sociaux, les problématiques. C'est-à-dire comment, à travers des destinées humaines, eh bien, c'est les problèmes d'une société qui se donnent à voir, que ce soit L627, et il refusait le manichéisme, c'est-à-dire que, bien sûr, on a tendance, c'est un peu facile, parce qu'il n'était pas de droite, quand on est de gauche, les flics, c'est plutôt pas bien, mais il montrait qu'il faut un travail qui doit être fait, et que c'est terriblement éprouvant, sans que cela justifie pour autant les bavures ou les excès qui peuvent à tel ou tel moment apparaître. Et donc c'est en même temps un point de vue de grande sagesse, où avec l'appât, et puis les problèmes de la jeunesse et de la drogue, d'une jeunesse qui reste superficielle, ou qui est plutôt à la recherche de la facilité, avec superficialité bien sûr. Ou sur le rapport de la France à son histoire, avec que la fête commence. Bref, Bertrand Tavernier, un compagnon de son pays, un compagnon de la société française, qu'il explorait au miroir du cinéma, et surtout au miroir de son cinéma, de son amour du 7e art. Et c'est plus qu'une comète, c'est une constellation dans l'histoire du cinéma français que l'œuvre de Bertrand Tavernier, un grand réalisateur dont on parlera prochainement ici dans nos suggestions de plusieurs de ses films. À très bientôt.